Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast Criminum. Si vous aimez les enquêtes et la criminologie, vous êtes au bon endroit, puisque chaque semaine, on va s'intéresser à une affaire criminelle et on creusera l'aspect psychologique derrière le passage à l'acte pour tenter de l'expliquer. Pour ceux qui écoutent en podcast, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, criminum.podcast, car j'y mets des photos pertinentes pour chaque épisode. Je suis Kelly, et aujourd'hui, on va tenter d'expliquer le mécanisme psychologique qui a poussé un homme à commettre l'impensable, tuer toute sa famille, lui y compris. Nous sommes le 10 juillet 2008, dans le sud de la France. Il est environ 19h45. Il fait encore chaud, les cigales chantent. Jennifer, coiffeuse, vient de finir sa journée et rentre chez elle. Arrivée à son domicile, à Roques-sur-Garonne, elle se prépare rapidement pour accueillir une amie qui vient passer la soirée chez elle. Puis d'un coup, la porte d'entrée s'ouvre, sans frapper. Jennifer ne l'a pas fermée à clé. Elle panique puis se calme en réalisant que c'est son beau-père, Jean-Claude. Elle l'apprécie beaucoup. Ça fait si longtemps qu'elle le connaît, c'est comme son deuxième père. Mais son anxiété remonte en flèche quand il lui dit qu'il est arrivé quelque chose de grave à Benjamin et Grégory, le fiancé de Jennifer et son grand frère, les fils de Jean-Claude. Il lui dit qu'elle doit vite partir avec lui. Jennifer ne pose pas de questions. Elle attrape son sac à main, son téléphone et suit l'homme dans sa voiture. Mais une fois à bord, elle s'aperçoit vite que le comportement de l'homme est étrange. Il semble agité, ce qui ne rassure pas du tout la jeune femme. Elle tente de lui poser des questions sur ce qui est arrivé, si les garçons vont bien, mais il ne répond pas. Jennifer a un mauvais pressentiment. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Jean-Claude démarre et verrouille les portières. La jeune femme est coincée. Elle essaie de relativiser et de parler à Jean-Claude. Il lui dit finalement qu'il veut entrer en contact avec Isabelle, qui ne lui répond plus, et qu'il a besoin du téléphone de Jennifer. Si c'est son numéro qui s'affiche, elle répondra, c'est sûr. Jennifer grimace. Elle sait qu'Isabelle et Jean-Claude sont en instance de divorce. Pire même, elle sait qu'il a été violent avec elle et que la femme est allée porter plainte. Jennifer n'est pas très à l'aise à l'idée de piéger sa belle-mère. Voyant son hésitation, Jean-Claude commence à s'énerver et sort de sa poche un pistolet qu'il pointe sur la jeune femme. Elle est terrifiée. Elle voit bien que Jean-Claude n'est plus le même. Son regard est vide. Alors, elle préfère s'exécuter. Mais Isabelle ne répond pas à ses appels. Toujours en la menaçant, il lui demande d'écrire une dernière lettre pour lui, apparemment à l'attention d'Isabelle. Tout ce qui est à moi est à toi. On ne se reverra pas. Les flics m'attendent à Toulouse. Je garde une cartouche pour moi. Écrit sous la dictée de Jean-Claude Vaquier. Jennifer commence à paniquer. Elle doit sortir de cette voiture. Elle décide de parler à Jean-Claude, de le rassurer, de lui faire entendre raison. Et ça marche. 3 heures plus tard, il finit par la déposer plus loin, chez une amie. La jeune femme est saine et sauve. Elle tente d'appeler son fiancé, Benjamin, mais il ne répond pas. Jennifer a un mauvais pressentiment. Elle essaye le numéro de son frère, Grégory, mais il ne répond pas non plus. Bon, les deux sont allés dîner chez leur oncle, à la Magdelaine-sur-Tarn, un petit village pas très loin. Elle ne sait pas si elle doit croire ce que raconte Jean-Claude. Ça avait surtout l'air d'être un prétexte pour qu'elle le suive et qu'elle lui prête son téléphone. Non, c'est sûr, tout va bien. Ils sont peut-être dans le jardin ou en train de cuisiner. Benjamin, le fiancé de Jennifer, a 25 ans. Il est considéré comme le petit génie de la famille. Il a étudié à l'école des mines de Nancy avant d'intégrer en 2007, donc 1 an auparavant, le département système de sécurité et services de la société Thales à Toulouse. Mais ce qui plaît surtout à Jennifer, c'est son âme un peu bohème. D'ailleurs, ils sont en train d'aménager un van pour partir à l'aventure en Andalousie, au mois d'août. Benjamin est très proche de son grand frère Grégory, 26 ans, si bien qu'on les appelle les jumeaux. Grégory est un jeune homme drôle, toujours prêt à amuser ses amis. Il a été sous-officier dans l'armée de l'air pendant 5 ans, et il suit actuellement un stage de reconversion à l'AFPA de Montauban, en froid et climatisation. Il est en couple avec Marion, 20 ans, une jeune femme rayonnante et portée vers les autres.
Elle est en BTS social dans le but de travailler dans l'aide à la personne. Jennifer sait que les 3 jeunes et Jean-Claude sont invités ce soir-là à dîner chez les oncles des garçons, les frères de Jean-Claude. Benjamin et Grégory adorent leur oncle. Jacques, 47 ans, est pâtissier boulanger sur la région toulousaine. Costaud, barbu, mais très discret. C'est un ancien du Broc, Balma Rugby Olympic Club, et il aime retrouver les copains du village au café La Chope. Son frère, Bernard, 51 ans, est serveur dans un restaurant. Aussi discret que son frère Jacques, il est plus solitaire et ne vit que pour la nature et les animaux. Les 2 frères ont un cœur en or, ils sont la gentillesse incarnée. Étant célibataires et sans enfants, ils considèrent Grégory et Benjamin comme leurs fils et les voient très souvent. Ils vivent ensemble dans la maison familiale de la Magdeleine-sur-Tarn, suite au décès de leurs parents. Jennifer, elle aussi, était invitée. Elle aurait d'ailleurs bien aimé y aller, elle apprécie les 2 hommes, mais Benjamin lui a dit de ne pas venir, que l'ambiance n'allait sûrement pas être folle à cause du divorce de ses parents. Et d'ailleurs, ce dîner, c'est l'idée de son père, pour s'expliquer sur la situation. C'est vrai que d'après ce que lui raconte Benjamin, la situation est plus couleuse entre les 2 adultes. Mais cela fait déjà un moment que le comportement de Jean-Claude ne va plus. Pour comprendre un peu mieux pourquoi le comportement de cet homme est abusif et incorrect, on va retourner au commencement, c'est-à-dire à l'enfance de Jean-Claude. Il est le fils naturel de Rennes, plus tard adopté par le nouvel époux de celle-ci, Émile Vaquier. Jean-Claude est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Après lui viennent Bernard, Jacques, Colette et un 5e, dont on ne connaît pas le prénom. Vous l'aurez compris, Jean-Claude n'a jamais connu son père biologique, et malheureusement, sa mère n'était pas très maternelle. Elle s'occupait très peu de ses enfants, qui étaient vraiment livrés à eux-mêmes la majorité du temps. En plus de ça, la stabilité était compliquée, puisque la famille déménage de nombreuses fois du fait des infidélités de la mère. Cette enfance instable et malheureuse a sûrement des conséquences sur le comportement de Jean-Claude à partir de l'adolescence, puisqu'il devient impulsif, voire violent. Un jour, il menace sa sœur Colette et son mari avec un pistolet au sujet de la succession du père. Une autre fois, au repas de Noël, il l'explose et envoie valdinguer tout le dîner par terre. Il était sujet à de longues crises de colère, sans jamais s'excuser ou se remettre en question. Sa famille finit par prendre l'habitude de le laisser s'emporter tout seul jusqu'à ce qu'il se calme. Mais ces crises continueront même après son mariage avec Isabelle, en 1980, et même après la naissance de ses fils, Grégory et Benjamin. En 2004, Jean-Claude est victime de 2 AVC et d'un infarctus. Depuis, il vit avec des séquelles physiques qui sont quand même assez lourdes. Entre autres, il est paralysé du côté du visage, ce qui le gêne pour parler, et il a aussi des difficultés à marcher. Ces handicaps le marquent beaucoup, il ne peut d'ailleurs plus travailler, et est donc en arrêt maladie longue durée. J'ai été étonnée d'apprendre que des études démontrent que la personnalité peut changer suite à un AVC, et à cause des séquelles qu'un tel accident peut laisser. Pour expliquer rapidement, on va distinguer 2 types de séquelles, comportementales et cognitives. Dans les séquelles comportementales, on différencie, en fait, les atteintes en fonction de la région du cerveau qui est touchée, par exemple la région préfrontale, et chaque atteinte entraîne des comportements distincts, comme par exemple une apathie ou au contraire une impulsivité marquée, des troubles de l'humeur comme la colère, l'hyperémotivité, un manque de patience et plus généralement des sautes d'humeur. Dans les séquelles cognitives, on peut retrouver l'amnésie, les troubles de l'attention, les troubles du langage, et tout cela entraîne souvent de l'irritabilité, une entrave à la sociabilité, une baisse de l'estime de soi et des réactions émotionnelles inappropriées. Donc Jean-Claude vit mal cette situation. Il se sent diminué et sa personnalité change puisqu'il devient susceptible et paranoïaque. Il prend tout comme une agression personnelle et en veut aux membres de sa famille qui, eux, sont libres de leurs mouvements. Pourtant, il n'est pas seul, il a sa femme et ses frères Bernard et Jacques qui l'épaulent. Mais les années passent et le comportement de Jean-Claude empire, au point où ses crises font peur à Isabelle qui, en 2006, a le courage de changer de travail et de déménager dans un petit appartement à Béziers. Mais Jean-Claude s'accroche. Le couple est plus ou moins séparé pendant 2 ans. Puis, le 25 juin 2008, la situation dégénère. Jean-Claude, une nouvelle fois en crise, se dispute violemment avec Isabelle et la brutalise, puis la viole.
C'est le coup de grâce pour la pauvre femme qui va porter plainte le 4 juillet à la suite de menaces et de violences, et lance une procédure pour une obligation de soins que Jean-Claude refuse. À partir de ce moment, elle le met dehors, change les serrures de son appartement et se mue dans le silence. Mais Jean-Claude ne lâche rien. Il est sans emploi, il est désœuvré et manifestement instable psychologiquement. Enfermé dans sa Fiat Panda, il s'est installé une petite télévision sur le siège passager avant. Il a des couvertures et des vêtements sur la plage arrière et scrute l'immeuble où vit Isabelle avec des jumelles, nuit et jour. Il refuse la séparation. Jennifer se demande, est-ce que Jean-Claude a pété les plombs? Est-ce qu'il a fait quelque chose de grave? Malheureusement, la réponse est oui. Plus tôt dans la soirée, ce 10 juillet, Jean-Claude se rend dans la maison familiale de la Magdeleine-sur-Tarn, comme prévu. Mais il n'y va pas pour dîner avec ses frères et ses fils, non. Il a autre chose en tête. Armé d'un pistolet, il se gare au milieu de l'allée, puis fait le tour de la vieille bâtisse de plein pied. Il rentre par la cuisine et tombe en premier sur Bernard, et lui tire dessus. Alerté par le bruit, Jacques se précipite dans la pièce où il est abattu lui aussi de plusieurs coups de pistolet, suivi par Benjamin, qui lui décédera dans le couloir. Jean-Claude cherche rapidement Grégory dans la maison, mais ne le trouvant pas, se dirige dans la grange qui fait aussi office de garage. Là, il tombe sur son fils et sa compagne, Marion, en train de bricoler sur une voiture. Sans un mot, il leur tire dessus, à plusieurs reprises, puis fait demi-tour. Mais Marion n'est pas morte. Bien qu'avec une balle dans la tête, elle réussit à appeler les secours. Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Votre conversation sera enregistrée. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. À bout de force, elle dira 2 mots. Magdeleine, Vaquier. Avant que Jean-Claude, qui l'a manifestement entendu, ne revienne et l'achève de plusieurs balles supplémentaires. À part pour Marion, le mode opératoire a été le même pour tous. 3 balles en pleine tête. Quand les pompiers et les gendarmes arrivent sur place, il est trop tard. La maison est plongée dans le silence. Jean-Claude est parti. L'homme va disparaître pendant 2 jours. Pour rappel, il vit dans sa voiture, ce qui rend sa localisation compliquée, surtout qu'il modifie sa plaque d'immatriculation. Un avis de recherche est lancé. Toutes les forces de police traquent cet homme, suspecté de l'assassinat de 5 personnes. Le soir du 12 juillet, vers 22h, Jean-Claude retourne sur les lieux du drame pour une raison inconnue. Sur place, il tente une nouvelle fois d'appeler Isabelle, ce qui permet aux gendarmes de le localiser, ajouté au signalement de son véhicule par un voisin. Les gendarmes se précipitent sur place et sécurisent la zone. Les habitants des alentours ont interdiction de sortir. Les militaires encerclent la maison et se mettent en position. Jean-Claude n'a aucune chance de disparaître à nouveau. Et ils attendent. La nuit est calme. La maison est toujours plongée dans le noir. Puis soudain, peu avant minuit, Jean-Claude ressort pour rejoindre sa voiture garée à proximité. Les gendarmes tentent de l'interpeller et de négocier, mais Jean-Claude est armé. Il refuse de se laisser prendre. Acculé, il monte lentement l'arme vers sa tête, puis se tire une balle dans l'œil. Il décédera 3 jours plus tard. Avec lui s'éteint l'action publique. Personne ne sera jamais puni pour les morts de Bernard, Jacques, Benjamin, Grégory et Marion. Pour le reste de la famille et toutes les personnes touchées, c'est l'incompréhension. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête de Jean-Claude pour qu'il décide de tuer tous ses proches? Est-ce que tout était prévu? Ce que les enquêteurs vont retrouver dans la voiture du meurtrier va apporter quelques réponses. Ils y trouvent des cassettes audio enregistrées après le drame, ainsi qu'un carnet. À l'écoute des enregistrements, qui durent en tout plusieurs heures, les enquêteurs affirment que Jean-Claude est l'auteur de tous les meurtres et qu'il a agi seul. En fait, sur ces cassettes, il explique même comment il s'y est pris et dans quel ordre. La préméditation semble donc acquise. C'était bien des assassinats. On peut souligner le fait qu'il a commis ses crimes avec une arme à feu, qu'il a prise avec lui, ce qui est différent de trouver un couteau sur place, par exemple. Aussi, il ne tire pas dans les jambes, là où ce n'est pas mortel, mais bien dans la tête, avec plusieurs balles,
ce qui laisse peu de chance aux victimes de s'en sortir. Et puis, souvenez-vous au début de notre histoire, il passe par Jennifer pour tenter de rentrer en contact avec Isabelle. Les enquêteurs supposent que c'est pour qu'elle se précipite sur place, à la Magdeleine, et la tuer avec les autres. Les enquêteurs comprennent aussi que jamais Jean-Claude ne se serait laissé prendre vivant. Dans son carnet de bord, tenu jour après jour, qu'ils ont retrouvé dans sa voiture, Jean-Claude n'a pas caché sa volonté d'en finir une fois les meurtres accomplis. Il a dessiné sur une des pages le canon d'un pistolet braqué sous un menton, avec cette annotation « JCV est mort ». Les enquêteurs veulent maintenant essayer de comprendre pourquoi. Que s'est-il passé les jours précédents qui a pu faire vriller l'esprit du père de famille ? Son épouse Isabelle est interrogée. Elle raconte que le soir du 9 juillet 2008, soit la veille du drame, le couple aurait finalement eu la discussion fatidique, celle où Isabelle dit à Jean-Claude qu'elle veut divorcer et que rien ne la fera changer d'avis. Il lui aurait alors annoncé qu'il tuerait tout le monde si elle ne revenait pas. Est-ce que meurtri, trahi, Jean-Claude aurait vraiment réfléchi à l'impensable, tuer sa famille pour faire souffrir Isabelle ? Jean-Claude, 55 ans, était quelqu'un d'intelligent et de cultivé. Ceux qui le connaissent disent qu'il aimait ses fils Grégory et Benjamin plus que tout. La famille, c'était sa seule raison de vivre. En sachant cela, comment le père de famille a-t-il pu arriver à un tel crime ? Pour rappel, d'après ses proches, Jean-Claude avait changé dernièrement. Il était dépressif, susceptible et paranoïaque, bien qu'apparemment rien n'ait été diagnostiqué officiellement. En criminologie, ce qu'a fait Jean-Claude, c'est un filicide, le fait de tuer ses enfants, et on peut le qualifier d'exterminateur familial. On va essayer d'expliquer le fait de tuer ses enfants, ses proches, dans le but de faire souffrir celui qui abandonne, celui qui s'en va. C'est ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Médée, l'histoire de cette femme qui finit par tuer ses enfants pour faire souffrir son époux Jason à la suite de sa désertion conjugale. On parle donc ici de crime par vengeance. D'après Odile Verschoot, psychologue clinicienne, les filicides, donc les personnes qui commettent ce genre de crime, ne sont pas structurés pour concevoir la séparation, puisqu'ils n'existent psychiquement que par la présence réelle de l'objet, soutien de leur narcissisme défaillant. La disparition de l'objet constitue donc une perte qui met en péril leur existence. C'est la définition de la relation possessive, qui est caractérisée par une grande dépendance. Dans notre cas, Jean-Claude était bien dépendant d'Isabelle, psychiquement, mais aussi physiquement, à cause de ses handicaps, émotionnellement, c'était son épouse et la mère de ses enfants, et financièrement, il ne travaillait pas, alors qu'elle oui. Toujours d'après Odile Verschoot, pour les filicides, la perte de ce lien parasitaire entraîne de graves désordres dans la stabilité et la cohérence du moi du sujet, qui s'efforce donc de le maintenir à tout prix. La menace de rupture de cette relation peut aboutir au meurtre. Dans ce genre de relation, le lien est si fort que la simple crainte de perdre l'objet entraîne, chez le sujet dépendant, une jalousie majeure, du ressentiment, de la colère ou de la haine, en même temps qu'un profond désarroi. Le sujet se retrouve vide et perdu sans l'objet. Les mécanismes de l'agressivité se mettent alors en place. Toujours d'après Odile Verschoot, seule la désespérance, conjuguée à la haine, peut produire une telle destructivité. On peut alors conclure, même si nous ne sommes pas dans la tête de Jean-Claude, que pour lui, sa famille ne pouvait exister qu'en étant unie. Avec le départ d'Isabelle, rien n'était plus pareil. Il ne pouvait concevoir ce départ. Il finit par la haïr, de l'abandonner, alors qu'il a tant besoin d'elle. Pour lui, la seule façon de se venger et de, je suppose, remettre les compteurs à zéro, était de faire disparaître sa famille, lui y compris. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est advenu d'Isabelle. Elle ne s'est jamais exprimée publiquement. Jennifer, elle, a dit qu'elle n'avait pas de rancune contre Jean-Claude, bien qu'il lui ait enlevé, je cite, tout ce qu'elle avait de plus cher. Et voici comment s'achève l'histoire tragique de la tuerie familiale de la Magdeleine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, abonnez-vous.